Depuis la dénonciation de l'accord de coopération qui lie le Tchad à la France, vous avez affiché une position et vous l'avez assumée jusqu'à la fin. Vous avez exigé, à l'image de ce qui se faisait ailleurs, un chronogramme de retrait des soldats français du Tchad. Aujourd'hui, on n'a pas eu de chronogramme, mais on nous annonce tout de même que ce départ, ce processus de désengagement est déjà effectif. Les premiers avions français ont décollé ce jour même depuis N'Djamena pour Nancy. J'imagine que votre position devrait évoluer, Patient Parfum d'Homme. Elle n'a pas beaucoup évolué. En dépit du retrait annoncé déjà des premiers soldats français. Mais le développement que j'ai fait vous explique pourquoi la France ne peut plus tenir financièrement l'entretien d'une quelconque base militaire aussi loin de son espace vital. Il y a aussi la guerre en Ukraine avec les velléités de certains États au niveau de l'OTAN pour déployer des Fox, n'est-ce pas, sur le sol ukrainien, malgré le fait que nous sommes déjà dans l'espace-temps des négociations. Oui. Donc pour vous, c'est le principal argument qui explique le fait qu'on veut quitter rapidement le Tchad, de cette façon, sans chronogramme de retrait? Parce que c'est des amis, eux-mêmes l'ont dit. Ce n'est pas parce qu'on demande leur départ que c'est pas que ce sont nos ennemis. Bon, le porte-parole officiel du gouvernement tchadien nous a dit que nous, notre rupture n'est pas la même rupture que celle avec la France et le Niger, la France et le Mali, la France et le Burkina. Il a été clair. Donc je ne sais pas pourquoi les gens continuent de rêver sur un truc qui n'a pas tout de sens. Là, je continue de vous dire qu'en Europe aujourd'hui, il y a une tendance d'une aile européenne dont certains faucons européens adeptes du wokisme international qui pensent qu'il faut que l'Europe déploie des forces en Ukraine comme force tampon entre l'ouest de l'Ukraine qui va leur revenir dans leur calcul et le Donbass qui certainement va tomber dans l'escarcelle de la Russie. De plus en plus, cette idée commence à faire son petit chemin, son chemin, quoi. Donc, la France a une armée de 200 000 personnes. Si vous enlevez les forces qui sont en Afrique, là-dedans, il ne lui reste plus grand-chose. Il y a aussi ce qui s'est passé récemment en Syrie, qui va obliger Paris avec leurs bébés terroristes qui sont devenus entre-temps des terroristes, comment dire ça, des modérés, disent-ils. Et là... Mais c'est quand même surprenant, les Occidentaux qui adoubent un coup d'État mené par des groupes armés terroristes et qui condamnent ces coups d'État qui sont menés par des militaires ailleurs, Patient Parfum d'Homme. C'est totalement ahurissant, c'est renversant tout de même. Mais il y a mieux, je crois, si c'est en Moldavie, si ça ne m'échappe pas, ou bien en Roumanie, où des élections se sont passées. Il y a un candidat qui arrive en tête. Supposé être proche de la Fédération de Russie. Qu'est-ce qu'on fait? On invalide complètement le processus électoral et on reprogramme l'élection. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils sont, même quand ils sont battus, ils ne s'avouent pas vaincus. Ils redoublent, n'est-ce pas? Ils reviennent à la charge pour tenter de continuer à déstabiliser l'adversaire. Donc moi, ce qui se passe au Tchad, sans chronogramme, ça se comprend très bien. C'est un accord entre amis et un des amis peut dire je m'en vais, je m'en irai demain, après-demain, sans que ça ne pose problème aux autorités tchadiennes qui, normalement, auraient dû être un peu plus strictes dans ce départ, même un peu plus strict dans les demandes et les quêtes comme celles que Fanga vient de mettre. Mais malheureusement... Mais est-ce que ce n'est pas un regret si les autorités tchadiennes n'ont pas été strictes et qu'elles laissent partir de cette façon l'armée française sans rien en contrepartie? Mais il n'y aura rien, il n'y aura pas de contrepartie. Il ne faut pas beaucoup rêver, il n'y aura pas de contrepartie. Cette armée est obligée de repartir en France parce qu'elle ne peut plus tenir. Elle n'a plus l'AES qui était un peu comme sa pompe à sous pour pouvoir entretenir toutes ces bases militaires. Et là, que ce soit à Dakar, au Sénégal, à N'Djamena, mais surtout aussi en Côte d'Ivoire, ce qui nous a quand même un peu surpris. Vous voyez que les clairons sonnent là-bas pour montrer que Ouattara, lui, c'est un diplomate assez soft qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui arrive au résultat que tous les panafricains espèrent. Donc, nous sommes dans un jeu dupe, dans une manipulation incroyable avec ce qui est en train de se passer. Je crois sincèrement qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on continue à regarder ces choses-là avec beaucoup de sérieux. On nous a vendu
la guerre en Ukraine, on nous a vendu les opérations contre l'Iran et contre le Hezbollah, alors que le vrai coup qu'on préparait, c'était la Syrie. Ouais. Et vous voyez les résultats aujourd'hui. Donc, cela doit nous permettre d'avoir toujours une vision globale des enjeux internationaux et voir quel est le point faible et se préparer à ce que ce point faible peut être touché et créer et bouleverser complètement l'ensemble des pions sur le grand échiquier, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui sur le plan international. Le Tchad, pour moi, n'a pas du tout respecté ni son peuple ni l'Afrique, et ça c'est dommage. Et je peux même penser que Ouattara, lui, a mis un peu plus d'efforts en tentant de nous dire que voilà comment ça va se passer, alors qu'au Tchad, c'est pas du tout ça, surtout qu'il y a toujours cette guerre au Soudan, violente, qui se passe au niveau du Soudan, et donc les conséquences sur le plan de la stabilité de la géopolitique africaine risquent d'être assez désastreuses. À nous de continuer tout simplement de dire que maintenant que ces forces sont parties, le Tchad va se renouer, va se réconcilier avec elle-même, sans qu'il y ait cet agent gênant qui était bien implanté au cœur de sa capitale, pour permettre une véritable réconciliation entre les Tchadiens et qui va permettre un véritable décollage économique pour l'ensemble de notre continent, surtout la sous-région Afrique centrale. Mais, une fois de plus, les élites aux affaires en Afrique sont vraiment une véritable curiosité. Quand on regarde M. Fayoulou et M. Katumbi qui se retrouvent en Belgique, à Bruxelles, pour protester contre le projet de constitution. Un problème interne. Oui. Voilà. Alors, vraiment, nous avons la malchance d'hériter cette époque des dirigeants africains, des politiciens africains et de l'opposition, excusez-moi, et surtout ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont aucun sens de responsabilité, aucun sens de patriotisme ni de nationalisme. Moi, je ne me fais pas beaucoup d'illusions par rapport à ces gens-là. Je constate tout simplement que, justement, le combat doit continuer à la base, donner les bonnes explications à la jeunesse, donner des éléments de force à cette jeunesse-là pour que demain, après-demain, nous puissions avoir des hégémons en capacité, justement, de reprendre la marche en avant du combat qui nous a été légué par les partis de Mumba, Ruben Nyobe, Kwame Nkrumah et consort. Merci à vous, Patient Parfendorme.